Cette semaine, dans le balado, on sauve des vies, on prend des vies et on observe la vie. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. T'as trouvé le thème... Oui. Le thème qui réunit tout. Ouais, c'est ça. Ces temps-ci, je joue beaucoup à Connection, mais dans les jeux du New York Times, là, un peu comme genre de Sudoku ou mots croisés. Fait que là, il te propose 16 mots. Faut que tu fasses 4 groupes de 4. C'est quoi le thème? Fait que je suis très inspiré par le fait que tu as trouvé un lien commun à ça. Excellent, excellent. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, on a un petit mot du commanditaire. Oui, encore nos amis de la distillerie Stadacone, qui est située en plein cœur de Limoilou, qui est un endroit à découvrir, Limoilou et la distillerie. En effet, depuis bientôt 5 ans, Stadacone offre une expérience immersive afin de vous faire découvrir son histoire et ses produits. Et tout ça grâce à une visite réinventée. Vous pourrez alors participer à un jeu d'évasion, découvrir les secrets de la production de gin et déguster leurs spiritueux, liqueurs et plus encore, acheter de la merch. Vous aurez également la chance de voir comment sont produites les gin-gria, car Stadacone s'est amusé à réinventer la sangria avec des prêts à boire à base de gin qui se distinguent grâce aux arômes donnés par de vrais jus de fruits. D'ailleurs, la nouvelle gin-gria rosée à saveur de framboise, citron et pomme grenade est maintenant disponible. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir la gin-gria classique à saveur de canneberge et d'agrumes et la blanche au goût de pêche et de mangue. Vous pouvez passer à la boutique de la distillerie Stadacone ou vous rendre directement à SAQ pour vous les procurer. Et j'avais donné ce petit tuyau il y a quelques épisodes, mais si vous gardez pas les prêts à boire, mais les bouteilles de gin là, en verre et que vous les rapportez à la distillerie, vous avez de mémoire 2$ de rabais sur votre prochain achat plutôt que juste le mettre au recyclage. Ils font comme un peu leur propre consigne finalement. Ben, il n'y a pas de surcharge quand tu l'achètes, mais tu as un rabais quand tu la ramènes. Quand même intéressant. Mucho plaisant. Voilà, merci distillerie Stadacone, mais non, pas de gin grill, gin tonic ce matin en enregistrant. On est des professionnels. Ouais, on enregistre ça à jeun. Quoi qu'il y a un des films qu'on aurait peut-être pas dû voir à jeun. Et j'allais dire, je pense que la gin grillard rosée est la boisson préférée des Sasquatch. Oui, effectivement. On y revient là. Petit tour d'horizon d'actualité. Avais-tu non, je mets trop poche. Bon. J'ai rien noté. T'es trop occupé à la maison avec bébé. Je peux dire un seul fun fact, c'est que le tournage de Deux femmes en or, Deux femmes en or de Chloé Robichaud, c'est terminé cette semaine. Fait que, mais c'était déjà annoncé que ça sortirait probablement cet automne. Fait que je pense que oui, moi je pensais que c'était l'année prochaine. Ah, bon, ben, peut-être je dis n'importe quoi. Ça se peut, c'est vrai que les canons de sortie commencent à être distribués, à moins qu'on garde ça en novembre, mais ouais, t'as raison. C'est peut-être plus début 25 à ce moment-là. Cool, ouais, puis je me demande s'il le positionne même pas comme un des films d'été 2025, là, comme la grosse comédie. Ah, fait qu'on serait comme en mai. Mais... OK. Ben, j'ai bien hâte de voir le ton qu'elle va donner à ça, parce que oui, ça a toujours été comique, mais c'était un peu grivois, genre voir des films un peu érotiques pour les messieurs là, dans cette mode-là. Fait que je pense pas que c'est ça qu'on a fait ici. Ce serait étonnant. On doit avoir réinventé un peu ça, mais je pense pas que le but, c'est juste de s'exciter avec... À moins qu'on voit plus de fesses de monsieur que de seins de madame. Ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais je serais surpris que l'angle de Chloé Robichaud, c'est de dire on va inviter les messieurs à bander en rigolant. Là. Je pense pas que c'est son angle. Ben moi, j'avais quelques petites nouvelles. D'ailleurs, il y en a une que je viens juste de voir passer sur mon fil Facebook. C'est chaud. Avec, concernant le remake qui me fait vraiment peur de Naked Gun. Ouh. Surtout par son casting atypique, où je pense qu'on avait déjà parlé. C'était Liam Neeson qui va incarner Frank Drebin. J'y crois vraiment pas. Fait que je demande juste à être surpris. J'avais pas réalisé, par contre, que c'est le réalisateur, c'est un des gars de Lonely Island. Pas Andy Samberg. Non, pas Samberg, Akiva Schaffer, je pense. Chose comme ça, en tout cas, bref. Fait que ça me donne un peu espoir quand même. Big Liam, il a quand même joué dans une couple de films, de comédie. Une couple de films, oui, mais moi, je pense à, mettons, Million Ways to Die in the West. Okay? Ouais. Qui était pas un film parfait, mais je pense que l'angle qui fonctionne, c'est si Neeson joue... Ouais, pas Leslie Neeson. Ah, c'est juste pour ça qu'ils font... Leslie Nielsen. Non, c'est Nelson, ouais, c'est pas Neeson. Ouais, excuse. C'est si lui joue sérieux, mais que tout le film autour
Pas trop, faut pas qu'il joue trop intense. J'ai des skills secrets puis je vais vous péter la gueule. Là, mais si lui, le film est une farce, mais lui joue pas bouffon, je tombe ses fesses. C'est effectivement ça, les concepts des films des frères Zucker. C'est juste que Leslie Nielsen avait quand même une bouille plus sympathique et à quelque part jouait bien le personnage un peu niais. Je ne sais pas si Nielsen est capable, mais je demande juste à le convaincre. Mais finalement, la nouvelle du jour, c'est que c'est Pamela Anderson qui va incarner Jane, qui était jouée par Priscilla Presley à l'époque. Donc, petit comeback en vue pour Pamela, je ne sais pas. Elle, c'est tout ce qu'il y a eu récemment sur elle, c'est des documentaires, puis refaire le truc du sextape. Fait que peut-être que ça serait dû pour du matériel original, entre guillemets, au sens où c'est un remake. On vous parlait aussi... Puis est-ce qu'on a trouvé un coupable déclaré non coupable qui pourrait reprendre le rôle de O.J. Simpson? Ça fait à suivre. On vous avait parlé du dernier film de Tarantino, de Film Critic, il y a quelques semaines. Oui. On apprenait un peu plus de détails sur le film. Finalement, ça a pris le bord. Quentin a décidé que ça ne sera pas celui-là. Alors, il n'a pas donné de raison. Par contre, on a appris un peu plus l'implication de Brad Pitt, parce qu'on avait mentionné que Brad Pitt, normalement, serait du film, et il aurait réinterprété son personnage de Cliff Booth de Once Upon a Time in Hollywood, donc une dizaine d'années plus tard, ce qui aurait pu être intéressant. Mais donc, voilà. Fait qu'on va attendre pour le prochain et dernier film de Tarantino. Rien de nouveau d'annoncer pour l'instant. Là, c'est peut-être ça. Il sent trop de pression parce que faut que ça soit son dernier, c'est ça? Ou il est déjà passé à 10? Ouais, c'est ça. C'est lui qui se met cette pression-là vraiment personnelle. Fait que peut-être qu'il veut vraiment avoir quelque chose de plus marquant. Bref, à suivre. Sinon, parmi les cinéastes qui, eux, n'arrêtent jamais de tourner, deux grosses nouvelles concernant les prochains films de Martin Scorsese et Steven Spielberg. On sait que Scorsese travaillait sur un film de Jesus, mais il a annoncé aussi qu'il se lançait dans une biographie de Frank Sinatra. Ça va être... J'ai l'impression que ça va être attendu avec une brique puis un fanal. Des biopics. Puis des biopics de musique, on en a eu un puis un autre, puis Back to Black d'Amy Winehouse qui s'en vient dans un mois. Mais avec Scorsese derrière ça, probablement qu'il va avoir un angle intéressant. Je sais que c'est un sujet qui le caresse depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, qu'il cherche à faire un film sur Frank Sinatra. Le hic, c'est que la famille n'a pas encore donné l'aval au projet, eux qui gèrent les ayants droit de succession de Sinatra. Et on parle au casting Leonardo DiCaprio. C'est pas gênant. Qui ressemble, mais est-ce qu'il peut chanter? Ça va être la question à 100$. Il peut quasiment faire, selon l'angle qu'il prend. Je sais pas si ça choquerait les gens, mais un biopic sans chanter. Oui, effectivement. Ou tu prends la voix de Sinatra, là, des fois, ils reprennent la voix, puis bon... sinon, on parle aussi de Jennifer Lawrence, qui serait du projet qui incarnerait la deuxième femme de Frank Sinatra. La doublure. Et non la Frank. Qui était l'actrice Ava Gardner. Alors, quand même un choix intéressant. Du côté de Spielberg, écoute, il avait lancé ça, je pense que c'était l'an dernier, qu'il voulait faire un remake de Bullet, mais il n'y a comme pas eu de nouvelles là-dessus depuis un certain temps. Tu as vu ce film-là? Oui, c'est quand même un des très bons films policiers. Fameuse séquence d'auto, ça se peut-tu? C'est dans San Francisco? Oui, effectivement, dans les côtes de San Francisco, avec Steve McQueen, qui est probablement son film. Oui, Flash. Son plus grand film auquel il est associé, Bullet. Mais par contre, il a annoncé... The Great Escape aussi, ça se peut-tu? Oui, ça c'était dans ses premiers qui l'ont vraiment rendu une vedette, mais c'est comme il faisait partie d'un ensemble, un peu comme Magnificent Seven. Mais effectivement, c'est pas mal ces deux tops là, à Steve McQueen. Alors Spielberg se lancerait dans un nouveau film mettant en vedette des extraterrestres. On parle d'une idée originale de Spielberg, scénario de David Coep. Alors, ils travaillent souvent ensemble. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme un retour. Déjà, Coep travaille sur le prochain film de Jurassic Park. Ce qui peut être intéressant ici, c'est quand on mentionne l'idée originale de Spielberg, peut-être pour ceux qui ne savaient pas, mais Close Encounters of the Third Kind devait être un tout autre film à l'origine. Le titre était Watch the Skies et c'était vraiment des extraterrestres méchants. On était dans l'histoire classique. Ouais.
Fait que c'est vraiment l'histoire classique d'invasion extraterrestre et tout ça. Puis en cours de route, il a comme changé l'angle un peu. Alors, est-ce que c'est cette fameuse prémisse-là qui sera remise au goût du jour? Il a quand même fait, War of the Worlds. War of the Worlds, effectivement, ouais. Qui est son dernier film du genre, de mémoire. À lui ou... À lui, oui. Oui, à lui, oui, c'est ça. Ouais, c'est Il y en a eu bien d'autres, des invasions d'extraterrestres. Oui, tout à fait. C'est un sujet. C'est lui qui a fait Battleship? Non, je ne crois pas. Je pense pas. Oui, il a peut-être mis Alan Smithy à la place de Spielberg, si c'est lui. C'est quand il fait... c'est lui ou c'est son vrai porte-nom? Non, Alan Smithy, c'est comme le nom générique qu'un réalisateur met lorsqu'il n'est pas content de son film. Ah, ok, là. je pensais que c'était associé à lui. Non, c'est ça. Puis on ne saura jamais c'est qui, des fois. Non. Il y a des vrais projets que c'est Alan Smithy. Ouais, il y en a eu quelques-uns, là. C'est très rare, mais... ouais. Aujourd'hui, ça serait quasiment plus dur à faire parce qu'il y a tellement de ces nouvelles-là qu'on le sait d'avance, le film que tu vas faire. Une fois qu'il sort, tu peux plus t'en cacher. Là. Effectivement. On annonce les projets 5 ans d'avance, fait que c'est sûr que c'est difficile. Sinon, complètement ailleurs, mais ça pourrait être intéressant. Anouk Wissel, qui faisait partie qui fait toujours partie du collectif, elle va lancer son premier film solo. OK. Qui s'appelle Sister Inconnue, qui est une histoire de fantômes sur fond de déportation d'Acadiens. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Okay. On n'a jamais vu ça encore. Mais là, eux, RKSS, ils ont genre 2 films qui sont faits, qui sont canés depuis vraiment longtemps puis qui prennent toujours pas l'affiche. Un truc de zombies. Puis j'ai vu la bande-annonce d'un autre, là, un tueur dans un centre d'achat. Oui. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec les distributeurs ici qui ont les droits de ces films-là? Là? Parce que c'est jamais le bon moment, mais à un moment donné, le film, on oublie qu'il existe. Oui, ou est-ce que ça va juste directement lancé sur une plateforme? Là, c'est comme... c'est dommage. C'est pas trop, oui. Il y a quand même, c'est pas des films qui font $2 millions ici, mais ils ont un succès culte là, depuis Turbo Kid, Summer of 84, etc. Fait que c'est des habitués de Fantasia et tout. Fait que je pense qu'il y a un de ceux-là qui a été présenté il y a genre 1 an, puis on approche du prochain Fantasia. Là, fait que, en tout cas, dossier à suivre. C'était ma opinion. Avec moi, ça fait le tour. Bande-annonce. As-tu vu ça? M. Night Shyamalan qui nous lance un suspense et... toujours conceptuel. Qui dit quoi? Qu'est-ce qui se passe quoi? Trap avec Josh Hartnett, qui fait quand même des très beaux rôles depuis quelques années. La qualité avant la quantité. Mais je l'avais entendu en entrevue lui dire qu'à un moment donné, c'est ça, quand il y a eu sa passe de méga popularité, puis là, écoute, ça fait longtemps, là, je paraphrase, mais qu'il avait un peu mal aligné sa carrière, puis il se retrouvait dans plein de choses, mais en même temps, je pense que c'était pas quelqu'un qui était capable, qui avait nécessairement le charisme pour supporter d'être un lead, d'être le beau gosse et ces affaires-là. Fait qu'il maintenant qu'il est, là, c'est un premier rôle, mais des fois, il est en rôle secondaire, des trucs comme ça. Je pense à Target Number One ou des affaires que rôle principal, mais partagé, puis je trouve qu'il paraît vraiment bien là-dedans. T'sais. Bien d'accord. Bref, ici, c'est un père qui va avec sa fille voir le concert de la méga vedette. Là, imaginons un genre de Beyoncé ou quelque chose comme ça dans un aréna. Puis il commence à trouver ça bizarre qu'il y ait de la police un peu partout. Fait qu'il va voir un des gars de concession. Il dit hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, je suis pas supposé te le dire, mais tu sais, le tueur en série... tout le show, c'est un peu un setup parce qu'on se doutait qu'il viendrait ici, puis là, la police va essayer de le pogner. Fait que là, tu te dis dans ta tête, check bien ça, la twist, c'est que c'est Hartnett le tueur. Mais dans le fond, tout de suite, à peu près, la bande-annonce te dévoile que, ben oui, c'est lui le tueur. Fait que là, il va-tu être plus malin que le piège, sachant qu'il y a un piège, ou il va jouer ça cool puis essayer de pas se faire pogner, mais c'est tentant de dire, ah non, je vais... m'a les redoubler, là, comme une game d'échecs. Là. Je vais essayer d'être plus malin que toi. Connaissant Shyamalan, il doit avoir une double twist aussi à la fin. Tout ça n'est qu'un rêve. Ouais, c'est ça. Il va se mettre finalement à chanter sur le stage. Mais je peux pas juste croire que c'est juste ça. Mais honnêtement, je trouve que la prémisse, le hook est assez intéressant quand même. Ah ouais, puis juste comment on voit les images de comment ça a l'air de le démanger, de tuer, mettons, ou quoi que ce soit. Ça a l'air très intéressant. Shyamalan est capable du bon comme du moins bon, disons. Fait que, mais depuis quelques années, il y a c'est pas des films parfaits, mais il y a vraiment des bons éléments. S'il se détache un peu de juste je vais faire une grosse twist surprenante, là, comme Cabin in the Woods, puis tout, une adaptation très intéressante dans certains éléments. Fait que au mois le 9 août pour Trap. Puis dans un autre genre, as-tu vu Transformers 1? Je vais me poser. Écoute,
pense pas que ça va être un coup de circuit, mais c'est en animation, les Transformers en animation, puis c'est un prequel. Fait que c'est comme un jeune Optimus Prime puis jeune Megatron qui ont pas ces noms-là. Et quoi, tu dis? Ils sortent de l'école. Ouais. Quasiment, pour vrai, c'est comme ils développent leur pouvoir de transformation, fait qu'ils apprennent à avoir des blagues avec ces trucs-là. Je pense que c'est un peu à la X-Men First Class. Là. Ils sont comme alliés jusqu'à temps que là, finalement, il va y avoir d'autres problèmes, mais sur la planète, j'oublie comment s'appelle leur planète. Cybertron. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont régler des problèmes là-dessus. C'est avec les voix de Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, John Hamm, plein de belles faces et de belles voix. En septembre pour ça. Par Josh Cooley. Je sais pas s'il est dans la famille à Logan Cooley. Je sais pas. Josh Cooley qui a fait Toy Story 4. Fait que je suis pas tellement excité, mais ça a ses fans encore, la franchise Transformers. Exact. Si on peut faire de quoi à la Ninja Turtle, qui viennent de faire, puis les deux c'est chez Paramount, mais qui viennent de faire un film d'animation très sympathique, fait qu'on va peut-être vers là. Mais c'est drôle parce qu'on l'a dit la semaine passée, je pense. Autant qu'on vient de souligner les bons coups des Turtles, on est déjà en train de refaire en prise de vue réelle une adaptation. Fait qu'on s'en sort pas, là. Anywho, on peut s'attaquer aux nouveautés de la semaine. Oui. Allons-y. Où veux-tu débuter? Moi, je pense que je vais aller avec mon film préféré. Allons-y avec ça de la semaine. Ça sera peut-être pas le tien, on verra bien. Abigail de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette, le duo Radio Silence. Oui, exact. Écoute, j'ai pas réfléchi. Je sais pas c'est quoi mon film préféré de la semaine encore, mais ça fait plaisir de commencer par ça. On retrouve Melissa Barrera, qui était dans les 2 derniers Scream, avec ce sympathique duo. Dan Stevens, qui est comme dans tout maintenant. Il va être dans un autre film d'horreur cet été, Coucou, à la fin de l'été. Il est dans Godzilla X Kong actuellement. Catherine Newton, qu'on a vu récemment dans Lisa Frankenstein. Que j'aime beaucoup, moi. Catherine Newton, je dois avouer. Puis Kevin Durant, lui, qu'on replace pas sa face, mais que j'en parle souvent. Et très sympathique. Lui, c'est un Ontarien, mais très fan du Canadien de Montréal. Et ici, il joue un Québécois. C'est très drôle, oui. Dans le fond, c'est une gang de 6 genre mercenaires, bandits, qui se connaissent pas. C'est comme quelqu'un les engage pour monter une équipe, kidnapper une fillette, et ils doivent la garder prisonnière, mais en sécurité, dans une espèce de manoir pendant 24 heures, parce que celui qui les a engagés... joué par Giancarlo Esposito, va essayer d'obtenir une rançon en disant « Son père est riche, vous en occupez 24 heures, on se partage l'argent, tout va bien aller. » Mais ce qu'ils vont réaliser rapidement, c'est qu'en fait, c'est la fille d'un parrain big shot qui peut décider assez facilement de toutes les éliminer. Fait que là, ils vont comme chicken out un peu là-dessus. Puis rapidement, c'était un bébé vampire. C'était une petite fillette vampire ballerine. Fait que tout ça est très weird. Et peut-être que tout cela ne serait en fait qu'une mise en scène pour qu'eux soient les prochaines victimes et le prochain repas. J'écoutais le film. C'est une comédie d'horreur. Là. Il y a pas... il y a quelques jumpscares, mais faut pas y aller pour avoir peur. Faut y aller pour rire, pour rigoler, voir... Il y a une bonne quantité d'hémoglobine à un certain moment. Mais je me demandais si... Je sais pas si tu te souviens sûrement de La nuit la plus longue, From Dusk Till Dawn, écrit par Tarantino. Puis ça, c'est un film où c'était un punch qui avait des vampires. Désolé, spoilers de 25 ans, si jamais vous l'avez pas vu. Fait que c'est comme à moitié du film, pow, il y a des vampires dans ce bar-là, ça vire coco. T'sais. Puis souvent, nous autres, je me souviens au secondaire, on disait, il faut que tu écoutes ce film-là, je te dis pas ce qui se passe. Puis je pense ici que le film aurait été une excellente surprise si ça avait été ça, mais le twist arrive assez vite dans le film. C'est un film d'1h40. Fait que je pense qu'après peut-être 20 minutes, 25 minutes, là, on réalise. Mais même la bande-annonce, c'est le marketing. C'est ça, le marketing vend toute la mèche, mais je me demande juste, je pense que le film aurait été plus fun si tu t'y attends pas. Mais l'enjeu, si j'ai compris, c'est qu'il y aurait eu de la misère à vendre le film en disant juste, c'est 6 personnes qui font un kidnapping, venez voir ça. Fait que c'est... Puis qu'il y a des choses surnaturelles, mais on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Fait que tout de suite, ils voulaient dire, non, c'est une comédie d'horreur là, avec des vampires, checker ça, mais peut-être que amener quelqu'un, là, peut-être, vous nous écoutez, puis là,
votre chum, votre blonde, votre ami, c'est pas pantoute c'est quoi, ça peut être intéressant qu'ils le sachent pas, tu sais. La personne ne le sait pas, puis voir l'effet à ce moment-là. T'sais. Mais vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi, je me suis vraiment amusé, honnêtement. J'aime bien ce duo-là. Je trouve qu'il avait bien réinventé, revigoré la franchise de Scream. Les personnages sont assez génériques, mais comme je disais d'entrée de jeu, j'adore Catherine Newton. Je l'ai trouvée très bonne là-dedans. Je trouve qu'elle a un charisme et une aisance à jouer. Melissa Barrera est bonne en kick-ass chick aussi. Là, c'est un bon... tu comprends assez rapidement que ça va être un peu la personnage principale, là, celle qu'on suit le plus, puis elle lead bien ce film-là. Puis surtout, la surprise, c'est la jeune, Alicia Ware, qui incarne la fille de Dracula. Elle est vraiment très, très bonne. D'ailleurs, je l'ai fouillé un petit peu. Elle avait incarné Mathilda dans Mathilda the Musical, qui était l'adaptation du film de la pièce de Broadway. Donc, je pense que c'est vraiment un jeune talent à suivre. Elle n'a pas encore une grande feuille de route, mais elle est vraiment excellente. Comme tu l'as dit, quand même beaucoup de sang. Les vampires, c'est quand même une thématique archi-usée, mais on réussi à réinventer un peu la roue. Mais on joue avec les codes, c'est ce que j'aime bien, parce que moi, c'est ce que je trouve fâchant dans les films quand il y a des zombies, des vampires, des loups-garous, puis que pour eux, c'est la première fois, puis ils n'ont jamais... c'est la première fois qu'ils en croisent un, je comprends, mais ils n'ont jamais entendu parler de ça, puis c'est comme, voyons, c'est comme un mythe connu. Puis dans ce film-là, on l'accuse, là, rapidement, ils se regroupent, qu'est-ce que vous connaissez des vampires, des croix, de l'eau bénite, de l'ail, des pieux, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu réalises qu'il y a ces affaires-là que, non, c'est pas vrai, ça marche pas. Il y en a même, c'est Newton, je pense, son personnage, qui dit, quel vampire, ceux de Twilight, ceux de tel film, ceux d'un autre, c'est pas pantoute pareil. Puis là, comme, OK, on est dans le monde contemporain, la pop culture existe, là, tu sais. Tout à fait. Fait que ça, je trouve c'est toujours sympathique. Puis je trouve que le film a comme une vibe... je trouve un bon mélange de Usual Suspects, suspect de convenance. Ouais, OK. Tu sais, on réunit des petits sans malfrats. Le côté enquête, là, par exemple. Non, mais tu sais, des petits malfrats qui se réunissent ensemble, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. En même temps, on parle, il y a comme une mythologie entourant le père de la fillette. On sait pas trop comme Kaiser Soze un peu. Es-tu vrai, pas vrai? Puis... Fait que tout le monde a entendu une histoire sur... Puis il suspecte même quelqu'un d'eux serait peut-être le tueur, en tout cas, de ce personnage-là, son espèce de bras droit. Fait que je trouvais ça assez intéressant. Je pense que c'est un clin d'œil très voulu. Puis un peu Reinfeld aussi. Là, on a un peu, pas aussi humoristique, mais on s'amuse justement avec les codes de vampires et tout ça. Là. Fait que honnêtement, moi, je trouve que ça fait vraiment bien la job. Là, une bonne... comédie d'horreur, je sais pas, un film d'horreur drôle, mettons, mais très efficace, honnêtement. Là. C'est un des bons films d'horreur depuis le début de l'année. Là. Ouais, effectivement, c'est un bon film de cinéma, je trouve, là, qui s'écoute bien. Puis nous, on n'a pas eu cette version-là, mais il est aussi présenté en Atmos, là, le son et les haut-parleurs au plafond. Puis tout, il y a encore pas si longtemps, là, on dirait que c'était juste les Oppenheimer ou les gros films, mais presque tous les films américains. En ce temps, je pense qu'ils targetent aussi beaucoup qu'est-ce qui sort ce même week-end-là. Puis s'ils sont le seul ou qu'ils sont le plus gros film, ils vont se mettre en Atmos puis ils vont essayer d'aller chercher les salles Atmos. Puis, alors qu'avant, tu avais un film Atmos à tous les 3 mois, mettons. Puis même les versions doublées au Québec là, sont souvent de plus en plus. Fait que... Donc, bonne nouvelle pour les c'est ça. Checker dans votre cinéma, c'est ça, s'il y a ce genre de salle disponible et tout. Fait que ça donne un plus-value d'aller au cinéma pour le voir. Il me semble, j'avais-tu autre chose à dire? Ah oui, que je trouve ça, petite affaire qui ont échappé. Kevin Durant, qui joue un Québécois, lui, est comme le costaud de service. On l'oublie qu'il était shapé de même. Hein? Tout le monde parle beaucoup de... lui qui fait Jack Reacher récemment, puis ces affaires-là, puis Dave Bautista, mais c'est comme... quand même pas pire shapé. Un bon chess. Ouais. Puis, fait qu'il dit « Allô », il dit « I'm québécois », avec un bon accent. Mais à un moment donné, il y a des vampires, il y a une vampire qui saute d'en face, puis tout, puis il dit juste fuck. Puis je suis comme, c'était l'occasion là, d'envoyer un bon sacre. Puis surtout que même nous, au Québec, on l'utilise quand même beaucoup, le fuck. Là, fait que il aurait pu dire,
un mot d'église plus fuck ou quelque chose comme ça, puis ça aurait comme bien passé. Il y avait le timing, tu sais. Je suis d'accord. Si Denis Villeneuve n'a pas réussi à le passer dans Dune 2 à Josh Brolin, là, ça aurait été parfait pour Duran. Puis en plus, tu sais, je pense, sont américains, je pense, les Radio Silence. Oui. Mais les 2 Scream, ils ont tourné à Montréal et tout. Fait que ça doit être tous ceux qui sont habitués et qui ont trouvé ça drôle de mettre un keb, mais... Ouais, ça doit être ça, justement. Ils se sont dit, on va mettre un Québécois, ça serait drôle. Exact. Mais il aurait pu aller un peu plus loin, je pense. C'est ça. Mais c'est pas... Le reste du temps, il casse pas un accent. Pour ça, je savais qu'il tripait sur le Canadien de Montréal puis tout. Fait que je me demandais s'il était pas Montréal anglo, mais c'est vraiment un Ontarien. Fait que c'est pas un personnage qui parle avec un accent cassé. Ou je sais pas si tu te souviens du très mauvais Love Guru de Mike Myers. C'est trop... Puis Justin Timberlake jouait un Québécois qui était un gardien de but, Jacques Lecoq. Puis là, c'était dans le pastiche, là, fait que qui jouait Yes You Know, tu sais, essayer, tu sais, t'es un anglophone naturel, mais qui essaie d'imiter quelqu'un que c'est son deuxième langage, fait que là, on était dans la caricature, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que, mais là, non, c'est comme... S'il le dit pas, puis qu'il dit pas 2 mots en québécois, français, tu le sais pas, là. On devait juste un petit accent, là, tu vois qu'il y avait quelque chose avant qu'ils le disent, là, mais... Ouais, puis il y a toi qui es un grand fan de séries d'adolescents, Angus Cloud, qui est dans le film que je ne connaissais pas, mais qui est dans Euphoria et qui est décédé. Fait que le film lui est dédié. Il est décédé, je pense, quelques semaines après la fin du tournage. Là. Fait que, oui, tout à fait. Oui, alors, Abigail, à voir si vous aimez ce genre-là, sans problème. Oui, une belle offrande pour les fans du genre. Voilà. Oui, vraiment. Allons dans le délire. Allons-y. Okay. Je vais regarder. Dans Promesse. Là, mais... Je vais regarder pour la fin. OK. Allons-y avec le gros délire Sasquatch Sunset des frères Zellner, David et Nathan, que je ne connaissais pas. Mais c'est leur premier long-métrage. Mais ce qu'ils avaient fait avant, c'est un court-métrage, entre autres, qui a inspiré Sasquatch Sunset. Fait que qu'est-ce qu'on est? C'est un film sans dialogue. On va suivre pendant à peu près 1 année la vie d'une famille des espèces de créatures mi-humaines, mi-animales qui sont les Sasquatch, que je me souviens même pas comment on traduit. C'est pas l'abominable homme des neiges, c'est le Yeti, mais c'est juste le Bigfoot. Mais... Ouais, c'est ça. Genre, peut-être que Sasquatch est un mot accepté en français, je sais pas. Qui sont en liberté dans une immense forêt, genre dans les Adirondacks, là, dans le nord-ouest des États-Unis. Puis... Nord-ouest, ça serait plus... Redwood que les Adirondacks. Oui, Adirondacks, c'est nord-est. Ouais, excuse-moi. Fait que, ils sont peut-être plus... je sais pas. Le synopsis du nord-ouest, mais... Là, ça fait très Redwood Forest, là, dans le nord de la Californie. Puis, avec les gros arbres, là, un gros tronc. Là. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est effectivement. Fait que c'est pas moins que mes Adirondacks, on oublie ça. C'est les Mohicans qui sont dans les Adirondacks. Oui, voilà. Il y a Riley Keough puis Jesse Eisenberg qui sont, je dirais entre guillemets, les faces connues, mais vous n'allez pas reconnaître leurs faces parce qu'ils ont tous des quand même très beaux costumes. Il y a même un peu des marionnettes puis de l'animatronique éventuellement. On n'est pas dans le CG, vraiment des effets pratiques. Écoutez, c'est un film pas de dialogue, on les voit évoluer, manger de la bouffe, vomir. Baiser. C'est ça, beaucoup de déjection. Le papa un peu qui veut tout le temps se mettre, puis la femme dit non, puis tu vas voir l'évolution des saisons, tu comprends qu'ils sont nomades, fait qu'ils se promènent un peu dans la forêt, puis ils essayent tranquillement de communiquer, voir s'il y a d'autres Sasquatch qui répondraient à leur famille s'ils sont seuls. On sait pas trop on est dans quelle époque. Éventuellement, il y a des indices dans le film qui nous laissent un peu deviner. C'est sûr que c'est moderne, là. On n'est pas dans les années 1800, mais c'est pas exactement ce que c'est aujourd'hui, les années 80, 90. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais peur qu'il y ait des longueurs dans le film, même s'il dure 1h30, mais finalement, non. Je trouve que ça évolue assez. Il y a assez d'éléments. C'est rythmé comme montage. Là, c'est ça. Au niveau de l'humour, c'est beaucoup ça, là, des se pogner à bisoune, de se sentir la fourche. Puis on est vraiment là-dedans. Là, mais les gags ne sont pas trop étirés. C'est ce que je donne de positif au film. C'est produit par Ari Aster, donc entre autres Beau is Afraid puis le Weird. Ça avait été présenté à Sundance, à la Berlinale récemment. On a quand même noté qu'il y a eu many walkouts, donc beaucoup de gens ont quitté pendant la production à Sundance. Écoutez, c'est pas un film pour tout le monde. Vraiment pas. Puis, tu sais, je remarquais, là, on est le 19 avril aujourd'hui, ça prend l'affiche. Demain, c'est le 420, là. C'est comme la journée des bâtés mondiales, là. Fait que je pense que ça arrive pas par
par accident là-dessus, tu sais. Mais les comédiens ont quand même eu une grosse préparation. Là. Tu penses que tu fais ça n'importe comment. Ils improvisaient pas. Là. Non, c'est ça. Ils ont eu vraiment des cours de mime et autres par un professionnel qui, fun fact, c'est lui qui avait coaché Heisenberg quand il a joué le rôle de Marcel Marceau dans le film Résistance, qui est comme le mime des mimes. C'est ça. C'était quand même en 2011 que le duo avait fait leur court-métrage. Fait que ça a dû prendre du temps à se financer, écrire de quoi. Un classique comme ici. Là. Écoute, c'est pas un film que je pense tous les producteurs et distributeurs courent après, là, mais quand même avec Bleecker Street puis chez Level Film aux États-Unis. Fait que c'est un produit très niché, très pointu, mais d'une compagnie bien établie quand même. Ouais, non, c'est vraiment un ovni cinématographique. Là. Si vous êtes ouvert à l'expérimentation et aux choses différentes, allez-y. Mais c'est ça. On reste un peu dubitatif quand on sort de la salle. Là, on se demande qu'est-ce qu'on a vu là. Mais c'est bien fait. Tu l'as souligné. Là, c'est pas cheap. Là, puis la réalisation, la mise en scène est quand même intéressante. Évidemment, il va y avoir toutes sortes d'obstacles qui vont rencontrer. Mais il y a des scènes émouvantes quand même. Oui, quand même. Ouais, c'est ça. Fait que, quoi dire de plus que c'est un film unique en son genre. Mais c'est ça, qui va virer sans être trop moralisateur vers un peu une fable écologiste à sa façon-là, comme beaucoup de films de nature depuis plusieurs années. Non, c'est ça. Écoute, si on disait qu'Abigail, pour les fans du genre... mais c'est pas un film inapprochable, comme tu dis. C'est pas expérimental comme dans sa forme de genre, wow, mais si vous êtes un film muet sur des Sasquatch qui urinent, qui vous allez être grogne. servi, tu sais, puis qui grogne tout le temps, puis c'est ça, c'est comme un genre de pseudo-documentaire, tu sais. Voilà pour Sasquatch Sunset, mais qui doit pas être dans beaucoup, beaucoup de cinéma, là. Si vous nous écoutez de Matane, je pense pas qu'il est diffusé par chez vous. Effectivement. Sortie limitée et ça risque d'être vite, là, fait que attendez pas trop pour le voir. Sinon, restons aussi dans l'OVNI, dans les films qui bousculent un peu. La Bête de Bertrand Bonello. Ouais, avec Léa Seydoux et George McKay. Et non McFly. Oui, c'est vrai. Dans un futur où l'intelligence artificielle domine, on est, je pense, en 2050, ou peut-être même plus loin encore, il y a une jeune femme qui doit comme nettoyer son ADN des émotions liées à des rencontres avec les incarnations d'un même homme en 1910, en 2014 puis en 2044. C'est de la science-fiction / romance assez aride là, d'une certaine manière. Là. C'est une espèce de drame psychologique de sci-fi. Là. Ça vient d'un court roman de Henry James, La Bête de la jungle, qui en fait finalement, je me souviens plus, 2h20 à peu près le film. Oui, quand même. Ouais, c'est ça. Mais dans le roman, c'était que la partie historique. Okay. Dans la nouvelle, là, fait que c'est lui qui aurait vraiment rajouté les différentes époques et tout ça, là, fait qu'il a extrapolé. Puis, écoute, je sais pas trop où aller, comment décrire ce film-là sans le vendre nécessairement, mais tu comprends que c'est l'espèce de mise en abîme du fait qu'elle rentre puis elle parle à l'intelligence artificielle qui lui demande de comme raconter puis évacuer ces choses-là. Intelligence artificielle qui est la voix de Xavier Dolan. Oui. Aussi. Mais toi, tu as eu la chance de rencontrer Bertrand Bonello. Non, qui était quand même une rencontre assez fascinante, parce qu'il a travaillé longtemps sur ce projet-là. Et justement, aborder beaucoup les thèmes de la peur et de l'amour, ou de se commettre et tout ça, parce que dans le fond, tous les enjeux à chaque époque, ce qui lie ces personnages-là, c'est qu'ils ont une attirance, mais ils ont peur de se commettre. Et ça vire souvent mal. C'est souvent de manière tragique que leur vie se termine. Et moi, la partie la plus intéressante du film, c'est celle du milieu, là, la période contemporaine, qui parle beaucoup en fait, qui tombe un peu dans le code du slasher. Ça va être un film d'horreur, mais il y a un élément de tension. Le personnage de McKay est obsédé envers celui de Seydoux, mais lui, il provient un peu de la mouvance incel. Là, c'est quelqu'un qui est très agressif envers les femmes, qui a beaucoup de misère et qui se sent humilié par elle. Et ça, ce qui est intéressant, quand j'avais rencontré le réalisateur, il s'est vraiment inspiré c'était Elliot Rodger. Je
pense en 2014, c'est quelqu'un qui a tué des femmes à Santa Barbara, en Californie, qui venait justement de ces NCA-là. En fait, et tous les dialogues du personnage de George McKay, les vidéos qu'ils vont tourner, ce sont les paroles de Roger, qui se mettait lui-même en scène et tout ça. C'est à glacer le sang. Ouais, vraiment. Puis c'est ce qu'il dit. Il dit, j'aurais écrit ça, ça aurait été peut-être plus fou, mais pas aussi frappant, alors que lui, il est calme et glacial dans sa façon d'apporter ça. Fait que je pense même juste un film sur cette portion-là aurait été très intéressant à faire. Mais encore là, c'est un film on doit avouer qu'il est un peu déconcertant. On se promène dans différentes époques. C'est quand même une réalisation assez froide. Par contre, Léa Seydoux, elle est excellente, là, comme toujours. Ouais. En plus, elle porte le film sur ses épaules. Elle est présente partout, dans pratiquement tous les plans. Fait que si vous aimez justement les films, encore l'original, audacieux, ce film-là est pour vous là, parce que c'est pas dénué de qualité, au contraire, mais c'est juste une question, est-ce qu'on embarque ou pas dans la prémisse? C'est quand même un film qui est long et lent, il faut le dire aussi. Là. Fait que moi, ça m'a pris comme une bonne demi-heure avant d'embarquer. Là. Fait que j'ai donné sa chance, mais il faut être patient un peu. Là. Est-ce que tu savais peut-être que le rôle de George Mackay devait être, je dis Mackay comme Mylène Mackay, mais lui c'est Mackay, devait être tenu par Gaspard Ulliel à la base. Tout était canné, on allait tourner, puis il est mort. Ouais, c'est un accident de moto, si je me trompe pas. C'est ça. Fait qu'on doit être en 2022 peut-être, quelque chose de même. Puis... d'ailleurs, on avait abordé la question avec lui, justement, dans le cadre de l'entretien. Et c'est pour ça qu'il est allé complètement ailleurs avec le casting de George McKay. C'est ça que j'ai vu. Il voulait pas reprendre un français pour pas qu'on compare les deux. C'est ça, exact. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce que, en tout cas, je ne veux pas juste nous citer nous-mêmes, mais quand on avait parlé avec Marc-André Grondin, il disait que sa carrière en France, il dit, je m'étais souvent ramassé à cet âge-là, à prendre les rôles que Ulliel refusait. C'est drôle de revoir Grondin là-dedans, mais là, c'est pour ça qu'il est allé comme avec un anglais, finalement, à ce moment-là. Et McKay, qui parle français quand même un peu dans le film, a appris vraiment le français pour le tournage. Fait que c'est pas juste répété phonétiquement, là, vraiment... C'est dévoué corps et âme pour parler français. C'est quand même intéressant. On a refusé son entrevue balado, on aurait dû accepter. Sinon, oui, tu parlais de Xavier Dolan. La connexion aussi, j'ai pas pu m'empêcher de lui en parler. En fait, Bertrand Bonello a resté longtemps à Montréal. Donc, à un moment donné, il était en couple avec une Québécoise. Et donc, c'est de là aussi qu'il y a une coproduction franco-québécoise. Là. C'est la productrice Nancy Grant qui a produit beaucoup des films de Dolan. Et la connexion, c'est justement ces faits-là, parce que Dolan est aussi coproducteur du film. Et c'est du tant qu'à y être, je vais demander de faire la voix, vu quand même que c'est le métier de Dolan. Oui, c'est ça. J'ai vu aussi que la direction photo, c'était une Québécoise, José Dehaye. Fait que... C'est ça, il y a du sang bien québécois dans cette IA. Pour La Bête aussi, qui je ne sais pas combien d'écrans il est présenté, mais sûrement quand même plus que Sasquatch Sunset. Ouais. Mais le film qui sera sur le plus d'écrans cette semaine de Louise Archambault, La promesse d'Irena, Irena's Vow. Déjà, les gens ont l'air un peu confus. C'est une coproduction polonaise, canadienne / québécoise. Alors oui, c'est Louise qui réalise, ça m'en vedette Sophie Nellis, mais la langue originale du film est l'anglais. Alors, il est disponible en version originale avec sous-titres français ou en version doublée au Québec, et Sophie Nellis double sa propre voix. Qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? C'est basé sur l'histoire vraie de Irena Gut, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne, est en fait une infirmière, mais là que toutes les Polonaises font un peu bardasser eux autres aussi, va se retrouver à être la bonne d'un officier allemand dans une espèce de grand manoir qui a pris d'assaut pour s'établir là. Et, empreint d'une grande humanité, va cacher un groupe de Juifs dans l'immense villa en se disant, mais qui soupçonnerait le commandant, le général, de cacher des Juifs dans sa maison? Fait que là, il y a tout un jeu après de les tasser, puis de les mettre en secret, puis des fois aller au sous-sol, puis aller au grenier, puis etc. Puis il y a une maison avec genre juste des fenêtres, fait qu'il ne faut pas que tu te fasses pogner par personne, parce qu'elle risque sa propre vie. Fait que c'est une histoire un peu méconnue. Il y en a plus. On découvre de plus en plus des gens comme ça qui ont aidé, qui ont transgressé cette autorité-là, si on veut, risquer au péril de leur vie.
Voilà, je sais pas, je te repasse. Oui, écoute, c'est une histoire qui est assez extraordinaire ou incroyable comme ça. Là. Je veux dire, quand on lit le synopsis, on se dit ça se peut pas, mais ça a réellement arrivé et ça semble être, c'est ça. On n'a vraiment rien inventé, là, pas mal tout ce qui se déroule. C'est vraiment passé. Fait que moi, je trouve ça toujours intéressant. Comme je suis un grand amateur de films de Deuxième Guerre mondiale, j'aime toujours découvrir des nouveaux pans. L'année commence en force avec The Zone of Interest, One Life aussi. Puis, donc, une autre histoire qui était méconnue. Donc, fait que moi, j'ai apprécié. On doit se dire quand même qu'après The Zone of Interest et One Life, qui sont quand même un peu plus supérieurs que La Promesse d'Irena, Louise Archambault fait un bon travail de réalisation, mais ça demeure un film qui est plus conventionnel, donc peut-être plus accessible aussi, en quelque part. Vraiment, parce que Nellis, je la trouve très, très bonne. Elle a beaucoup de scènes très intenses à jouer, très émotives, mais qu'elle doit toujours cacher ces émotions-là un peu, fait que c'est beaucoup introspectif. T'sais. Puis, mais c'est un scénario plus convenu là, de Dan Gordon à ce niveau-là, fait que les étapes classiques. Ils vont se faire pogner, ils vont pas se faire pogner, ça arrive à quoi, mais c'est super cool de découvrir ce truc-là. Cette espèce de production internationale-là, c'est un beau rayonnement. Ouais. Musique originale d'Alexandra Strelitzky. Ça semble pas être comme 100% de la musique, mais 3-4 morceaux piano composés pour le film. Je sais pas. Non, l'argent est à l'écran, c'est des films, on s'entend qu'ils n'ont pas les budgets d'Hollywood. Là, c'est pas 25 millions. C'est ça, là, fait que je trouve que pour ça, l'époque est vraiment bien recréée. D'ailleurs, ils ont tourné en Pologne aussi sur place. Puis il y a quand même quelques scènes qui saisissent aussi. Là, fait que soyez avertis. On nous montre le mauvais côté des nazis. Là, tu vois, j'avais déjà essayé de l'oublier. Ouais, là. c'est ça. Ah oui, les nazis sont pas doux avec les bébés juifs. Hein, voilà. Non, vraiment pas. Donc, écoute, si vous aimez ce genre-là, film historique, assez classique, le premier Irena fait vraiment, vraiment bien la job. Puis vous allez découvrir un pan de cette histoire-là, méconnue du grand public. Puis d'ailleurs, on a eu la chance de jaser avec Sophie Nélis. Exact, qui était de passage dans la ville de Québec. Fait que l'épisode spécial, en fait, il est en ligne avant celui-là. Il n'y a pas de spoiler dans le film. Fait que vous pouvez très bien l'écouter avant de le voir si vous voulez. On s'en doute qu'ils s'en sortent si on fait un film. Ouais, ou en tout cas la majorité, etc. Il y a, c'est super cool l'entrevue parce qu'on a discuté du film, du tournage, mais aussi de sa carrière de comédienne, elle qui est au Canada anglais, aux États-Unis, au Québec, qui veut revenir au Québec de plus en plus également. J'ai oublié de poser la question par contre parce que j'ai remarqué qu'elle double souvent ses films, mais c'est pas toujours le cas. Je sais pas si elle en a parlé. Toi, tu as réassisté à la projection puis il y avait un Q&A. Non, on n'a pas parlé puis effectivement, je sais pas si c'est sur son contrat qu'elle a dit non, c'est absolument moi qui le double ou parce que des fois, on penserait que c'est toujours le cas à chaque fois qu'il y a un comédienne québécoise dans un film international, mais le doublage, ça arrive souvent comme, 3 mois avant que le film sorte, OK, on donne à une compagnie, un directeur de plateau, de doublage qui comme va chercher les comédiens, paf, on fait ça. Puis des fois, s'il est en tournage à d'autres places, il faut qu'on le fasse pareil. Là. C'est pour ça que au Québec, c'est souvent les mêmes voix qui refont les mêmes comédiens, mais c'est pas une obligation. Puis ça arrive que là, le film, puis là, ça secoue les gens parce que c'est comme, mettons, Tom Hanks, c'est toujours Bernard Fortin, mais il y a un film que c'est pas lui parce qu'il pouvait pas. Puis là, tout le monde trouve le film horrible. Puis là, c'est peut-être qu'après, aux États-Unis, ils disent, pourquoi celui-là, il a pas marché au Québec? Pas en tout. C'est comme, parce que c'était pas, on n'a pas pu prendre la même voix, puis blablabla. Fait que, curieux. Mais en tout cas, elle double sa propre voix ici. Y avait-tu, est-ce que dans la question-réponse, il y a eu des questions un peu différentes de ça qu'on discutait? Un nouveau fun fact à m'apprendre? Non, rapidement comme ça couvre pas mal. Pas mal, non. Ce qu'on a couvert dans le balado, là, honnêtement. Non? Mais c'est ça. Il n'y a personne qui était meilleur que nous. Là. Je trouve ça intéressant aussi que... Oui, attends, il y a peut-être quelque chose... parce qu'elle évoque quand même qu'ils ont tourné près de la frontière ukrainienne. Oui, mais ça on a parlé avec elle. Oui, c'est ça. Mais je pense pas que dans le balado, elle avait parlé qu'il y avait vraiment des réfugiés ukrainiens. Ah, OK. Fait qu'elle voyait, fait qu'il y en a beaucoup qui venaient s'installer dans la ville.
Puis je pense que ça l'avait dit dans le balado, mais c'était pour eux aussi qui avaient placardé beaucoup d'affiches qui disaient qu'il y avait un tournage en cours. Là, ouais, pour il n'y a pas vraiment paniquent, des nazis ici en ce moment. Donc, fait qu'il y avait des camps de réfugiés ukrainiens près de l'hôtel où ils restaient. Tout ça, là. Fait que ça l'avait vraiment quand même frappé. Là. Ouais, c'est ça, un tournage en 2022. Là, ouais. Puis, où est-ce que j'allais? Ouais, c'est ça, tu sais, c'est quasiment chose rare maintenant qu'un film soit tourné dans l'ordre du film, en continuité, si on veut. Fait qu'encore ici, c'était tourné un peu dans le désordre, question de lieu, puis tu sais, quand tu as besoin de faire une ruelle où elle achète des fruits et légumes, ben si t'as 4 scènes, t'es fait toute la même semaine, puis tu passes à autre chose, tu sais. Fait que c'est encore un plus gros exploit, je trouve, pour les comédiens-comédiennes. Là, on réalise pas de comme, OK, là, tu joues drame 4 sur 10, mais là, il faut que tu le joues 8 sur 10 parce que c'est plus tard dans le film, puis... Là, ça va bien, mais cet après-midi, quand on la refait, c'est quand ça va pas bien. Puis, ouais, c'est un tour de force incroyable. Là, au niveau des émotions, ben, c'est pour ça que pour eux, c'est très drainant. Hein? Oui, mais en même temps, ils disent tous qu'ils sont souvent drainés à la fin de journée d'un tournage parce qu'on comprend que tu es tout le temps à fleur de peau avec tes émotions. En cube, il faut que tu pleures, let's go. Fait que c'est quelque chose. Bon, c'est alors, tout un métier. Voilà pour La promesse d'Irena qui doit être sur tous les écrans au Québec. Dans les autres sorties qu'on n'a pas eu le temps de voir, la comédie satirique roumaine N'attendez pas trop de la fin du monde de Radu Jude qui avait fait vraiment un bon buzz là-dessus. Ben, exactement, c'est ça. Puis pour dire qu'on n'a pas eu le temps de le voir, c'est quand même un film de 2h45. Là. Je sais que on en a eu beaucoup cette année, puis aussi je trouve que c'est pas nécessairement les films qui ont le plus de longueur, mais ça prend quand même ce temps-là dans ton horaire, puis on n'a pas eu la chance cette semaine. Mais écoute, si je peux, je vais essayer de le voir, mais mon emploi du temps est de plus en plus serré. Mais c'est une assistante de production qui parcourt Bucarest en voiture à la rencontre de victimes d'accidents de travail pour un film sur la santé et sécurité au travail commandé par une firme autrichienne. Radu Jude est très politisé et satirique dans ses films, fait que je pense qu'il se moque beaucoup de tous les tournages qui se font en Roumanie parce que ça a l'air de n'importe quel pays de l'Est, puis les gens vont souvent là-bas pour ça. Il y a on souligne la bravoure de faire un plan séquence fixe de 40 minutes dans le film, qui est en fait le tournage de la dite vidéo à la fin qui vire vraiment vers l'absurde, ces choses-là. Fait que ça se veut drôle, mais c'est un drôle pas drôle Leslie Nielsen dans Naked Gun. Là, tu sais. Il n'y aura pas de gag en arrière-plan. Là. Non, c'est ça, de téléphone géant. Là, je pense pas qu'il y a ça. Là, tu sais. Le film avait été présenté à Locarno, puis où il y a eu le prix spécial du jury. Il a été présenté au TIFF. Fait que ça aussi, très niché, mais d'un point de vue très draconien, là, c'est comme peut-être le meilleur film de la semaine en ce sens-là. Au Québec, le documentaire Malartic de Nicolas Paquette, qui est dans son 3-4e documentaire, là, déjà un vétéran. On va suivre vraiment les désillusions de la population de Malartic en Abitibi. On est 10 ans après l'implantation de la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada. Où on avait déporté des gens et forcé à déménager puis tout, puis que là, on constate que maintenant, 10 ans plus tard, les impacts environnementaux ultra négatifs du projet, les habitants sont désillusionnés, on attend encore le développement économique tant espéré qui se concrétise puis tout, fait que un film assez cynique, mais de bonne qualité et évidemment musique de Richard Desjardins, parce que dès qu'on est en Abitibi et dans l'environnement, ben ça va de soi et c'est très pertinent de l'ajouter. Fait que, ouais, je serais... Pour nourrir le cynisme en moi, ça serait quand même bien que j'essaie d'aller voir ce film-là, Malartic, un documentaire de l'ONF. Et pour les fans d'anime, Spy X Family Code White, qui, écoute, je peux pas vous en dire plus, je connais rien de cette affaire-là, puis probablement que ceux qui l'attendent le savent déjà, mais c'est un gros vendeur dans les mangas. C'est une des séries là, qui cartonne beaucoup en manga, effectivement. Mais est-ce que ai-je bien compris, mais quand les films d'animation japonais de manga sortent, parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même bateau, là, Miyazaki, c'est de l'animation japonaise, mais c'est pas des mangas de la même manière. C'est que c'est les premiers épisodes de la série télé qui combinent ou c'est vraiment un spin-off qui est un film? Tu retrouves des deux, en fait. Des fois, tu as vraiment des histoires originales. Des fois, non, c'est des condensés. Là. Fait que c'est du cas par cas. OK. Mais dans ce cas-ci, je pourrais pas dire parce que moi non plus, ça ne fait pas partie de ma culture. Du champ d'intérêt. De champ d'intérêt. Puis de ma génération. Je ne sais pas si pour les fans, ils trouvent ça dommage, c'est que la manière que la distribution se fait puis les droits d'accès aux copies,
Ben, nous, on est sur le territoire de l'Amérique du Nord, fait qu'on ramasse ça. À cette heure, le Crunchyroll, c'est Sony Pictures qui a ce deal-là, puis tout. Fait qu'on a juste des versions originales japonaises, ça c'est cool, mais sous-titrées en anglais ou des versions doublées en anglais. Puis je le sais que les versions doublées en français ou sous-titrées français existent, mais elles sont comme du côté de la France. Puis au niveau de l'acquisition, probablement qu'ils se disent, ben là, c'est déjà limité comme sortie, puis il reste juste genre le Québec, puis un petit peu du Canada, fait qu'ils décident de pas les acquérir. Fait que c'est pour ça que c'est les seules versions disponibles chez les cinémas qui les diffusent. Je serais curieux de voir, je sais qu'il y en a beaucoup en ligne de ces séries-là, s'il y a les versions françaises qui sont incluses. Ben, ça se peut qu'une fois rendu en numérique, là, les règlements de diffusion et tout changent, puis les coûts d'acquisition, puis tout devient... C'est comme un monde différent, là. Fait que c'est pour ça qu'au cinéma, des fois, il n'y a pas de VF, mais finalement, quand le film arrive en plateforme, il y a genre 13 langues disponibles, tu sais. Tu ne pourras jamais avoir un film, mettons, doublé en espagnol. Et c'est sûr que ça serait pas pertinent de le mettre au cinéma parce que la clientèle est trop réduite, mais mettons un groupe disait « Hey, moi, je peux-tu louer? On est 70 dans ma famille, on peut-tu voir Ghostbusters en espagnol? » C'est comme « Ben non, j'ai même pas accès à cette copie-là. Sony Canada l'a pas acheté. » Fait que elle n'existe pas. Mais mec, t'ailles le Blu-ray, ben probablement qu'elle va être dessus. T'sais. Fait que it's a different thing. Nous, ce qu'on reçoit, les cinémas reçoivent pas. Il y en a qui achètent encore des Blu-ray? Moi, non. Ben, tu vois, j'aurais voulu acheter lui de... Vampire Humaniste. Okay. Puis ils l'ont fait imprimer très peu, puis ça a été sold out en genre 2 jours. Je pense qu'ils l'ont fait printer 100. Quand même. Ouais, mais on dirait que j'avais vraiment envie de l'encourager. Il y avait aussi les Chambres Rouges qui en avaient fait un, mais je pense que l'idée, j'étais plein de bonnes intentions, puis l'idée m'est passée, puis là, j'ai rappelé le bateau. Ça vient aussi rare que des billets pour le FIC. Oui, c'est ça. Moins cher, par contre. Mais non, chez nous, c'est parce que tous mes films sont encore dans des boîtes, mais j'entends les conserver. De toute façon, ça vaut plus rien. Fait que tant qu'à les avoir, je les gardais. Mais j'ai pas encore construit la petite étagère pour les mettre, disons, en valeur, puis pouvoir l'utiliser. Fait que je suis comme, je l'achèterais, puis je ferais juste le mettre là. Fait que, peut-être faire de quoi de plus concret que ce 30$-là, mais des fois, c'est parce que l'enjeu des films québécois, c'est que je vais vouloir écouter Vampire Humaniste en octobre prochain, puis c'est ça, où il va être sur une plateforme, il va falloir que je m'abonne, puis le temps qu'à payer 15$ pour un mois, ben, j'aurais peut-être dû l'acheter à 25$. Ouais. Bref, tout ça, consommation. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, le 26 avril, écoute, il y a Challengers de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist, que j'ai très envie de voir parce que j'ai comme pas tant d'attentes sur ce film-là. C'est un... Guadagnino, à moins que je me trompe, écrit jamais ses films, fait qu'il réalise des scénarios d'autres mondes. Puis là, on tombe dans romance, sport, drame, avec des scènes de tennis qui ont l'air plus ou moins réalistes, mais très épatantes avec les balles qui te foncent d'en face. Fait que j'ai comme, tu peux pas faire ça en pleine conscience, dans le sens que ça doit être un peu pour le gag. Je sais pas, je suis très curieux de voir ce film-là. Stylisé comme réalisation, puis ça peut être intéressant aussi. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que ça a l'air sexu tennis. Il y a plusieurs autres sorties, mais moi, Linda veut du poulet, j'ai bien hâte de voir parce qu'on a une collègue qui est extrêmement fan de films d'animation et qui prépare son voyage vers Annecy, justement, le plus grand festival d'animation. Fait que depuis l'an dernier, elle nous parle de ce film-là, elle avait hâte que ça arrive, et là, sans tambour ni trompette, c'est la semaine prochaine que Linda veut du poulet prend l'affiche au Québec. D'autant plus qu'elle avait remporté le César aussi du meilleur film d'animation. Oui, c'est vrai, là, exact. Même. Présenté à Cannes, présenté à Locarno, présenté partout et maintenant présenté au Québec. Mm-hmm. Comme d'hab, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca. On vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour plus d'articles, dont notamment, j'imagine, ton entretien avec Bertrand Bonello, qui devrait... Oui, qui devrait apparaître bientôt, dans les prochains jours. Ouais. Okay. Puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer, d'interviewer Chloé Leriche, scénariste et réalisatrice de Soleil Atikamekw aussi. OK. Fait que vous pourrez consulter ça bientôt aussi. Belle discussion. Allez sur le monciné.ca à tous les jours pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma et...